Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait tout de suite penser au cinéma, au grand spectacle. Jurassic Park. Ah oui, les dinosaures recréés par la science, ce projet un peu fou. Exactement. Un projet grandiose, fascinant, mais qui, on s'en souvient, finit plutôt mal. C'est une métaphore puissante, c'est sûr. Et justement, le texte qu'on analyse aujourd'hui, celui de Mohamed Youssoufi, il reprend cette analogie. Oui, de manière très intéressante. Il suggère qu'en ce moment, on ne construit peut-être pas un parc de dinosaures, mais un parc d'agents intelligents. Un Jurassic AI, en quelque sorte. Jurassic AI, c'est bien trouvé. Et c'est vrai que ce concept d'agent intelligent, bon, il n'est pas tout neuf. Ça remonte aux années 80 déjà. Tout à fait. Les systèmes multi-agents, c'était déjà ça. Mais là, ce qui change tout, c'est l'IA générative. Les fameux transformers. Voilà, ça donne une seconde vie, mais spectaculaire, à ces agents. L'analyse de Youssoufi le montre bien, ça déferle partout. Médecine, finance, éducation. La cybersécurité aussi, une vraie vague, poussée par la compétitivité économique, il faut le dire. C'est clairement un mouvement de fond. Du coup, notre idée ici, c'est de faire une sorte de visite guidée de ce Jurassic AI. En s'appuyant sur cette analyse, oui. Comprendre qui sont ces agents, comment ils fonctionnent vraiment. Quel est leur potentiel? Et puis forcément, voir s'il y a des parallèles un peu troublants avec le film. Et pour entrer dans ce parc un peu spécial, le texte nous donne même un mot de passe, une clé. Ah oui, c'est vrai. Raisonnement, action, observation. Exactement. Il faudra garder ça en tête. C'est apparemment le cœur de leur fonctionnement. Bon, alors, on commence la visite. La question de base, c'est quoi finalement un agent IA? Alors, si on prend la définition la plus simple, celle qu'on trouve dans le document, un agent artificiel, c'est une entité logicielle. Autonome. Autonome, c'est ça le point clé. Qu'il décide seul. Voilà. Sa caractéristique principale, c'est sa capacité à prendre des décisions par lui-même. L'auteur utilise une analogie assez parlante, je trouve. Laquelle? Il dit que c'est un peu comme un être vivant, un humain ou un dinosaure, pour rester dans notre thème. Il aurait un cerveau et un corps. D'accord. Un cerveau pour penser, décider, la dimension épistémologique, c'est ça? C'est ça. Et encore pour agir, interagir avec le monde. La dimension physicaliste. Mais encore pour un logiciel. Ça paraît bizarre, non? Pourquoi c'est si important d'après l'analyse? Un bon gros cerveau LLM, ça ne suffirait pas? C'est une super question. Ça touche à un concept clé, l'embodiment, l'incarnation, si on veut. D'incarnation. Oui, l'idée, qui vient d'ailleurs pas mal de la recherche sur les systèmes multi-agents dont on parlait, c'est que l'intelligence, la vraie, celle qui s'adapte, qui apprend vraiment, Oui. elle ne peut émerger que par une interaction active avec un environnement. Le cerveau, tout seul, sans pouvoir agir et voir le résultat de son action, il reste un peu limité. Je vois. Sans interaction, pas de retour d'informations concret, donc pas d'apprentissage par l'expérience. Exactement. C'est l'action explorer, voir, toucher, agir, qui permet au cerveau d'apprendre vraiment, d'affiner ses modèles. Tout à fait. Le corps, c'est l'interface indispensable pour cet apprentissage ancré dans le réel, ou du moins dans un environnement sur lequel il peut agir. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Alors, commençons par le commencement. Ce cerveau. Concrètement, d'après le texte, c'est quoi? Alors, le cerveau de ces agents, selon l'analyse de Youssoufi, c'est un modèle d'IA massif. Un Large Language Model, un LLM. Ah, les fameux modèles basés sur l'architecture Transformer. Voilà, ceux qui ont été entraînés sur des quantités absolument gigantesques de textes, de données humaines. Le texte dit même qu'il concentre l'intelligence collective de l'humanité. C'est une formule assez forte. Oui, ça souligne bien l'immensité des données. Et c'est cette concentration de savoir qui lui donne ses capacités de base. Raisonner, planifier, c'est sa base cognitive en quelque sorte. Ok, un cerveau très puissant donc, bourré de notre savoir collectif. Mais on a dit qu'il lui fallait un corps pour agir. Ça ressemble à quoi ce corps pour un agent IA? Ce corps, en réalité, c'est un ensemble d'outils, des tools, comme on dit souvent. Des outils? Oui, des instruments logiciels, des interfaces qui lui permettent d'agir sur son environnement. Que cet environnement soit juste numérique ou qu'il ait une connexion avec le monde physique. Le document donne des exemples assez clairs. Oui, j'ai noté ça aussi. Par exemple, chercher des infos précises dans une base de données d'entreprise. Voilà. Ou analyser des documents compliqués, pas structurés, comme des PDF, des images, de l'audio, de la vidéo. Avec des techniques comme le RAG, c'est ça. Retrieval Augmented Generation. Exactement. Mais ça va plus loin. L'agent peut aussi extraire des données d'un simple Google Sheet ou même rédiger et envoyer des emails tout seul. Ah oui, quand même. Et puis, on touche au physique là.
Il peut prendre le contrôle de capteurs connectés, l'Internet des objets, piloter des systèmes industriels. Voire même, j'ai lu, assister ou contrôler des machines pour de la chirurgie à distance. Oui, c'est mentionné. Le corps peut donc être très varié. Ça va d'un simple accès à une API jusqu'au contrôle d'un bras robotique, potentiellement. Impressionnant. L'analyse parle aussi d'un protocole, le MCP, modèle contexte protocole. Ça apporte quoi de plus? Ça rend ce corps encore plus grand. C'est tout à fait l'idée. Le MCP, c'est présenté un peu comme un standard, un langage commun. Ça permettrait aux agents d'utiliser des outils qui ne sont pas directement en eux, des outils à distance. Donc ça élargit considérablement ses capacités d'action. Théoriquement, oui. Ça lui donne un corps virtuellement illimité. Une capacité d'action qui peut devenir énorme, très extensible. D'accord. Cerveau LLM puissant, corps avec des outils potentiellement illimités. La combinaison est waouh. Maintenant, comment ça marche ensemble? Comment l'agent passe de l'idée à l'action? C'est quoi le mécanisme? Tout part d'un objectif clair. L'agent, lui, il a une mission précise, définie par ce qu'on appelle un prompt. Le prompt, l'instruction départ, qui vient d'un humain, pour l'instant en tout cas. Oui, pour le moment, c'est surtout ça. C'est la description de la tâche qu'il doit faire. D'accord. Et le texte soulève un point technique important, la mémoire. Les LLM sont stateless. Ils n'ont pas de mémoire d'une fois sur l'autre. Comment l'agent s'en sort pour une tâche un peu longue? Oui, c'est crucial. La gestion de la mémoire, l'historique de la conversation, les étapes précédentes, c'est une couche logicielle qu'on ajoute. C'est indispensable pour l'agent. Mais le cœur du réacteur, si on peut dire, Oui. c'est le cycle que l'auteur appelle REACT, pour Reasoning Action. Et là, on retrouve notre mot de passe. Intégration. Ta demande, la tâche, elle est ajoutée au prompt système de l'agent. Ce prompt système, il contient déjà ses instructions générales et la liste de tous les outils qu'il sait utiliser. D'accord. On met tout ensemble. Ensuite, étape 2, raisonnement. L'agent envoie tout ça à son cerveau, le LLM, et en gros, il lui demande « Pour faire ça, est-ce que j'ai besoin d'un outil? Si oui, lequel et avec quels paramètres ?» Le LLM réfléchit et propose une stratégie. Et après? Étape 3, action. Si le LLM a dit « Oui », utilise tel outil, l'agent exécute l'action. Il utilise l'outil sur son environnement, par exemple, il lance une recherche dans une base de données. Ok, il agit concrètement. Puis étape 4, observation. L'agent regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la base de données a répondu? Est-ce qu'il y a eu une erreur? Il collecte le résultat. Et c'est là que la boucle commence. Exactement. Étape 5, retour d'information. Le résultat de l'observation est ajouté à l'historique et hop, on renvoie tout ça au LLM. Ah d'accord. Et le LLM analyse cette nouvelle info. Est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Utiliser un autre outil? Et le cycle raisonnement, action, observation recommence. Jusqu'à ce que la tâche soit finie? Voilà, jusqu'à ce que le LLM estime que c'est bon, qu'il peut donner la réponse finale. Ce qui est fascinant là-dedans, et c'est peut-être un point clé de ce fonctionnement, c'est que l'intelligence de l'agent n'est pas juste statique. Elle émerge de cette boucle pensée, action, retour d'info. C'est ça. Il apprend et il s'ajuste en faisant, c'est dynamique. C'est une très bonne façon de résumer la dynamique React. C'est cette capacité à utiliser des outils, à voir les résultats et à corriger le tir qui les rend si potentiellement puissants. L'analyse mentionne aussi une collaboration possible entre agents. Oui, pour des problèmes très complexes. Un protocole nommé A2A, Agent to Agent. Des agents spécialisés pourraient s'échanger des infos, coordonner leurs actions. Une sorte d'équipe d'agents autonomes. Le potentiel a l'air énorme. Mais comme dans notre métaphore de Jurassic Park, il doit y avoir des failles, non? Des zones de danger, des enclos moins sûrs que prévu. Ah bah oui, le tableau n'est pas tout rose et l'analyse de Youssifi pointe plusieurs vulnérabilités. D'abord, au niveau du cerveau, le LLM lui-même. Les fameuses hallucinations. Exactement. Le fait qu'il puisse générer des infos qui ont l'air vraies, mais qui sont complètement fausses. Et puis, l'autre gros défi, c'est l'alignement. L'alignement. Comment être sûr que le LLM respecte bien les intentions de départ, les règles éthiques qu'on essaie de lui donner? C'est compliqué. Des problèmes liés à la technologie LLM elle-même, donc. Et du côté des instructions, des prompts, y a-t-il des risques là aussi? Bah oui, le prompt, c'est la porte d'entrée. Donc, c'est une cible. Le texte parle des attaques par injection de prompt. Injection de prompt. L'idée, c'est de glisser une instruction cachée dans une demande utilisateur pour manipuler l'agent. Le forcer à ignorer ses règles de sécurité. Par exemple, pour qu'il divulgue des infos ou qu'il exécute du code dangereux.
On parle aussi de jailbreaking pour le faire sortir de ses limites. D'accord. Pirater l'instruction de base. Et le corps, les outils, eux aussi sont une source de risque. Forcément. Le protocole MCP, par exemple, qui permet d'accéder à des outils distants, ça étend les capacités, mais ça augmente aussi la surface d'attaque. Logique. Si un outil externe est piraté, ou si la communication est interceptée, l'agent peut être détourné. La sécurité de toute la chaîne, cerveau, instruction, corps et outils, c'est vraiment un enjeu majeur, comme le souligne le document. On retrouvait les échos de Jurassic Park, hein. Des créatures puissantes, mais avec des comportements imprévus, des failles dans le système de contrôle. Mais l'analyse ne se concentre pas que sur les risques, heureusement. Elle met aussi en avant le potentiel, les applications bénéfiques. Oui, tout à fait. Et un point important qu'elle souligne, c'est que créer ces agents devient plus facile. Ah oui. Ou no code, le texte cite N8N Agent Builder Make. Plus besoin d'être un super expert en IA pour commencer à construire un agent. Ça ouvre beaucoup de portes. Et pour faire quoi concrètement? Quels exemples d'applications? Les possibilités sont immenses. Dans l'éducation, par exemple, imaginez un agent qui analyse les réponses d'un élève Oui. et qui utilise son LLM pour générer l'explication ou l'exercice suivant, pile ce dont l'élève a besoin à ce moment-là. C'est de la personnalisation à grande échelle. Pas mal. Et en entreprise? Automatisation de processus complexes, gestion RH, logistique, service client, beaucoup de choses pourraient être prises en charge, au moins en partie. L'impact économique est abordé aussi? Bon, ça pose des questions sur l'emploi, évidemment. C'est sûr. Mais l'analyse pointe aussi la création de nouvelles activités. L'exemple donné, c'est des agents commerciaux virtuels. Oui, capables de trouver des clients potentiels, de négocier, peut-être même de conclure des ventes, de générer directement du revenu. Un potentiel économique certain donc. Et il y a aussi la santé. Là, les promesses sont énormes, non? Ah oui, aide au diagnostic, tri des patients, mais surtout peut-être l'accélération de la recherche médicale. Comment ça? Le texte cite la lutte contre le cancer, Alzheimer, Sida, Parkinson. Des domaines où les agents IA pourraient analyser des quantités massives de données pour trouver de nouvelles pistes, de nouveaux traitements. La conclusion de cette partie est d'ailleurs très positive. Ce parc d'agents pourrait être une véritable aubaine pour l'humanité. Une aubaine. Le mot est fort. Mais l'ombre de Jurassic Park plane toujours un peu. Est-ce que le texte explore ce côté plus risqué, le risque d'un dérapage? Oui, clairement. L'analyse pose la question, est-ce qu'on pourrait utiliser cette même technologie pour des projets plus sombres ? Et pour aller au bout de la métaphore, l'auteur imagine un scénario vertigineux, presque de la science-fiction pure. C'est-à-dire? Et si la combinaison de ces agents IA hyper capables avec les progrès en biotechnologie permettait un jour de recréer de vrais dinosaures? Ah oui, là on pousse loin. Mais c'est vrai que ça pose une question, dérangeante. Si ça arrivait, qui serait la vraie menace? Les dinosaures biologiques ou les IA qui ont permis de les créer? C'est une façon assez frappante de poser le problème du contrôle et de la responsabilité face à des technologies pareilles. Et ça nous ramène directement à la citation de Ian Malcolm dans le film. Celle que reprend le texte? Oui, vos scientifiques étaient tellement préoccupés par la question de savoir s'ils pouvaient le faire qu'ils ne se sont pas demandé s'ils devaient le faire. Elle résonne drôlement aujourd'hui, cette phrase. La question n'est plus tellement « peut-on le faire ?» La technologie avance si vite, mais plutôt « doit-on le faire ?» Et si oui, comment? C'est exactement l'appel final de l'analyse. On a créé, ou on est en train de créer, des créatures numériques incroyablement puissantes. Le texte insiste vraiment sur notre responsabilité collective. Il faut des règles, des garde-fous. Absolument. Des règles claires, des cadres éthiques, légaux, pour être sûr que ces agents restent des outils, des alliés, et qui ne deviennent pas des dinosaures incontrôlables pour filer la métaphore jusqu'au bout. Donc ce Jurassic AI, ce n'est plus vraiment de la science-fiction. C'est là, ça émerge, c'est notre présent en fait. C'est ça, ces agents, ces créatures numériques aux capacités qui grandissent vite, ils sont déjà en train de peupler notre monde, numérique et même physique. Et la question que pose le document à la fin, elle reste en suspens. Oui. En ferons-nous un monde perdu ou un monde nouveau et meilleur? Le choix nous appartient, apparemment. Peut-être que la clé, c'est de reprendre ce mot de passe technique, raisonnement, action, observation, mais de l'appliquer plus largement. C'est-à-dire? Raisonner sur les conséquences profondes de ce qu'on crée. Agir avec prudence, avec discernement, et observer attentivement les effets réels de ces technologies quand on les déploie. C'est une excellente façon de voir les choses. La responsabilité, comme le dit bien l'analyse de Youssifi, elle est collective. C'est à nous de dessiner les contours de ce nouveau monde, d'établir les règles du jeu pour que ces créations puissantes restent à notre service. L'enjeu est énorme finalement. S'assurer que l'histoire ne se répète pas, même en métaphore,
Et sur cette conclusion, donc j'arrive au terme de ma présentation. Mais attendez, à présent, vous pouvez quitter le parc. Mais vous savez, pour quitter le parc, le mot de passe. Est-ce que vous vous rappelez du mot de passe? Allez-y. Raisonnement, action, observation. Raisonnement, action, observation. Merci.